Bon, Jean-Luc, on reprend la conversation il y a un an exactement, écoute, exactement au même endroit. Ça fait au moins, je sais pas, quatrième ou cinquième entretien qu'on a ensemble. En fait, on adore ça, Jean-Luc et moi. Échanger librement, pas être d'accord, être d'accord. Et donc, on a sauté sur l'occasion. Et en plus, là, il y a une actu quand même depuis quelques temps. C'est que tu as changé de poste. Avant, tu avais la double casquette président de CARA, c'est ça, si le poste est exact. Tu étais président de l'UDECAM, tu as fait des conférences qui étaient des exemples pour Patrick et moi. Et tout à fait. Et on espère qu'on en fera plein ensemble maintenant. Et maintenant, donc, tu es à l'UDA. Tu représentes à nouveau les annonceurs, à nouveau parce que tu étais chez Annonceur il y a quelques temps. Avant de travailler en agence, tu étais chez P&G. Alors, grosso modo, je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'UDA. C'est une petite start-up aussi de 100 ans, je crois. C'est ça. Vas-y, t'as ta minute et demie de promo pour dire ce que c'est, à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Compte tenu de tous les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui, j'ai l'impression que ça sert plus que jamais. Ça va être simple, je n'ai pas besoin d'une minute et demie. Je veux dire, il y a trois mots pour définir ce qu'on fait à l'UDA. C'est liberté, responsabilité, efficacité. On promeut la liberté de communiquer. Il n'y a pas de liberté de communiquer sans responsabilité, on va avoir l'occasion d'y revenir, et Alexandra l'a dit merveilleusement bien sur l'univers de la publicité digitale. Vous êtes synchronisés ? Presque, mais j'apprends des choses. Non. En tout cas, c'est pas anormal que la Poste, qui est un de nos adhérents historiques, mais en même temps très important, très influent, qui agit, qui n'est pas... Et nous, on est là justement, et c'est pour ça que le troisième mot, c'est efficacité, parce que si on fait ça, si on promeut la liberté de communiquer, si on le fait dans la responsabilité, c'est parce qu'on croit qu'au final, ça développe l'efficacité de la communication. Et nos adhérents, c'est ce qu'ils attendent. S'ils investissent en communication, c'est bien, c'est formidable. On fait des choses... on aide les médias à se développer, on contribue à la créativité, mais au final, on développe des marques. Et parfois, on a tendance à l'oublier. J'étais ces derniers jours dans pas mal de ministères pour expliquer que, par exemple, la publicité alimentaire, c'est utile. Et que si on oublie ça, on oublie qu'il y a des gens qui travaillent parce qu'il y a des publicitaires qui font connaître des marques, qui poussent les innovations, qui font que des entreprises qui ne sont pas connues deviennent connues. C'est la notoriété qui est créée par la publicité. Donc on oublie souvent ce rôle fondamental de contribution à l'économie. Et nous, on est là pour le rappeler. Et puis après, on est là pour aider pour que chaque euro investi, et il y a sûrement des choses à dire aussi, chaque euro investi en publicité, en particulier dans le digital, ramène plus. C'est combien d'adhérents, combien d'annonceurs ? C'est quoi la structure ? C'est gros annonceurs ? C'est tout le monde juste pour qu'on sache, comme on disait dans les années 70, chez les structuralistes, d'où tu parles, camarade. Eh bien, écoute, on essaie de représenter tous les secteurs, 220 entreprises aujourd'hui, on espère 250, 300 dans les années qui viennent, parce qu'on a vocation à représenter de manière plus en plus large, parce que plus on est nombreux, plus on aura de force. Et il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux avoir de la force pour faire bouger les lignes. Et on représente des entreprises de toute taille. Parler de la Poste, mais on pourrait parler d'AXA, on pourrait parler de BNP Paribas, de Coca-Cola, de L'Oréal. Mais on parle aussi de Xynergy, qui est une start-up, ou une PME, qui développe une gamme qui s'appelle Comme J'aime. Ils n'ont pas d'agence, ils se considèrent comme une PME, ils viennent de nous rejoindre. Et ils ont des marques, ils ont envie de les développer. Donc, pour rien vous cacher, j'étais en discussion avec la BPI il y a 2 jours pour dire tout l'univers des ETI, a besoin de se développer. Il ne se développera que s'ils investissent en communication. Ils ont besoin d'aide. On va peut-être essayer de trouver un moyen de faire venir des ETI à l'UDA. Voilà. Alors ton rôle, je ne te demande pas la description de ton job, mais c'est quoi ta mission ? Il y a eu quelques changements il y a peu de temps. Qu'est-ce que tu veux insuffler ? La feuille de route de l'UDA, c'est d'accompagner, en chapeau général, la transformation de nos adhérents. C'est un terme un peu générique, accompagner une transformation, ça veut dire de concret. Donc nous, on a décidé de prendre 3 sujets. Voilà. On se dit, on ne va pas tout faire, on va prendre 3 et on va essayer de bien le faire. Donc on a pris 3 sujets pour l'année 2018 qui sont transparence, efficacité, connaissance client. Transparence, et c'est pas uniquement... Je vais te cuisiner sur ce sujet, si tu permets l'expression. Un peu plus tard, vers la fin, quand je t'aurai un peu... Non, mais c'est pas... Je vais tout de suite le dire, le mot n'est pas le bon.
Je suis obligé de l'utiliser parce que c'est celui qui sert de définition commune à ce qu'on entend par finalement clarté. Voilà. Je préférerais le mot clarté. C'est plus ça dont il s'agit, c'est comment, dans un univers qui est extrêmement opaque, les marques peuvent s'y retrouver, s'assurer, Alexandra le disait, c'est important de savoir où une marque va se diffuser. Voilà. Il y a des contextes dans lesquels il n'est pas propice qu'une marque soit présente. C'est pas simple à définir, hein. C'est facile à dire, très difficile à faire. Bon, la clarté de la chaîne de valeur. Il y a énormément d'acteurs qui se sont posés dans la publicité digitale. Sûrement, certains ont de la valeur, d'autres moins, d'autres pas. Et il y a de la fraude, il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup trop de fraude. On était hier avec Stéphane Lorqueux, le président de la WFA, l'estimation au niveau mondial. On va en parler, si tu veux bien, un peu plus tard. D'accord. Donc, clarté, transparence, premier sujet. Efficacité avec un S entre parenthèses, parce que la mesure de l'efficacité aujourd'hui, comment je compare ce qu'on appelle les médias off, les médias on, comment je fais le mix? Je dis 50, 50, 60, 40, c'est quoi moi j'avais un patron chez Procter qui me disait mais ne me parle pas du pourcentage de la publicité digitale, je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui marche pas. C'est peut-être 30, c'est peut-être 40, il n'y a pas de règle, il n'y a pas une règle. On essaie tous de normer en disant mais toi il faudrait que tu fasses 50-50, ça serait bien. Ben non, ça peut être 90 ou 100% de publicité digitale si c'est pertinent, ou pas si c'est pas pertinent. Et les médias, moi j'appelle plus les médias des médias historiques ou des médias traditionnels, ça m'énerve ce terme, parce que je pense que c'est quand même assez dingue de voir comment ils se transforment et qu'on les appelle médias historiques. C'est les médias, parce qu'on est en train de confondre des médias et des plateformes. Il y a des plateformes, Google, Facebook et d'autres sont des plateformes, puis il y a des médias. On peut faire appel aux uns, aux autres, avec des fonctions différentes pour les uns et pour les autres. Voilà. Et la connaissance client, gros sujet quand même, le sujet de l'insight. Oui. Insight. Est-ce que c'est la data ou est-ce que c'est autre chose? Ça nourrit. Vous savez, il y a certaines entreprises qui avaient historiquement des départements études, d'accord, panel, etc., Procter, beaucoup d'études. C'était du panel, c'était un petit groupe de gens, c'était focus group, etc. Puis finalement, maintenant, il y a la donnée individuelle. Bon, la data, d'accord, c'est la donnée individuelle. Donc on a de la réaction immédiate, en temps réel en plus, pas avec des délais de réponse longs. Donc comment on fusionne les deux? Donc ça devient, certaines organisations de nos adhérents, eh bien, elles ont fait de l'évolution organisationnelle, et puis maintenant ils appellent ça Insight and Analytics. D'autres sont dans Insight et Foresight, parce que c'est bien de comprendre pourquoi, mais c'est pas ça qui va nous dire ce qu'il faut faire pour créer les produits de demain. C'est connaissance client. Pourquoi c'est ce sujet-là? C'est le moteur. C'est le moteur de tout, c'est le début de tout. Est-ce qu'on n'en fait pas assez en la matière? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Moi, je ne donne pas de leçon à quelqu'un. Je pense qu'en tout cas, nous, on peut aider à ce qu'on mette ces compétences-là au niveau le plus élevé possible, parce que aujourd'hui, dans un monde où on est submergé, bombardé de messages publicitaires, de sollicitations, si on n'arrive pas à comprendre mieux nos publics, on ne va pas y arriver. C'est pas que du digital, c'est du figital, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi vivre des choses dans la vie d'aujourd'hui, enfin dans la vie réelle, et pas que dans le monde virtuel. Donc il faut arriver à comprendre mieux les besoins, leurs attentes vis-à-vis de la publicité, parce que franchement aujourd'hui ils attendent rien de la publicité. Ils sont pas à nous dire ouais, on adore, super, on vous voit, on ne demande que ça, on en demande plus. C'est un constat d'échec quand même, de voir que 40% des Français, allez 30, mais peut-être 40 déjà, 40% des Français, ça te bloque. C'est un échec enfin, je pense que vous allez poser la question à Jacques Séguéla tout à l'heure. Il doit se dire, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas su bien faire. Donc il faut qu'on prenne cette responsabilité-là, qui est de reconnaître qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien fait, et agir. Voilà. Alors là-dessus, moi, sur le rôle de la publicité, sur le fait certainement de repenser sur le rôle de la publicité, c'est une de tes missions, tu nous laissais entendre. D'abord, ton expérience agence, 4 ans, si je me souviens bien, oui. Le plus, le moins, mais là, tu dois être transparent. J'ai toujours été. On a pris ce pari il y a 2 ans ou 3 ans, de dire ici, ça sera, voilà. Sans filet, et je dis ce que je pense, et c'est consistant. Tu me remarqueras que ça n'a pas des masses changé d'un métier à un autre. Pourquoi ça n'a pas des masses changé? Parce que quand tu es en agence, enfin,
Et là, peut-être que ça va être à demi-mot une sorte de lame que je vais passer, c'est tu es censé travailler que pour une seule personne, ton client, qui est l'annonceur. D'accord ? Donc, Ça commence normalement... par, si je déroule... Non, je vais aller plus loin, évidemment, parce que si je dis ça, je m'arrête un peu en chemin. Mais je ne vais pas m'arrêter en chemin. L'agence, son rôle, et pourquoi j'y suis passé, parce que je crois que tout à l'heure, c'est quelqu'un de chez Renault qui a dit « Tu as l'agence que tu mérites ». Bastien Choup. Bastien Choup, voilà. Formidable, moi je disais ça quand j'étais chez Procter. Patron de la marque et donc des agences. Et je pense que les agences sont les clients qui méritent aussi d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que je suis passé pendant 4 ans dans ce métier d'agence ? C'est parce que, en effet, je pensais que c'était le premier partenaire d'un annonceur, ça doit être son agence. Clairement. Et de manière c'est pas le cas. évidente. Et bien parfois, il y a des doutes. Voilà. Et il y a des doutes, pourquoi ? Parce que les agences elles-mêmes se sont mises en situation de créer le doute. Et moi, je pense que maintenant, il faut qu'elles fassent de l'ordre sur ce sujet-là. C'est quoi ça ? Clairement, pourquoi est-ce que ça n'allait pas ? Pourquoi il y a des choses qui ne vont pas ? On ne peut pas mélanger les genres. Un avocat peut travailler que pour son client, il ne peut pas travailler pour la partie civile et pour son client. Une agence ne peut pas travailler pour son client et en même temps faire des métiers qui sont des métiers d'achat-revente d'espaces publicitaires. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un moment, il faut choisir son métier. Soit on fait que du conseil, et c'est formidable, et c'est un métier qui sûrement demande d'être valorisé beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de blâmer les annonceurs, parce que là aussi, deuxième fausse idée, qui est de dire souvent, oui, mais alors c'est la faute des annonceurs. Bon, alors quand les gens commencent à se plaindre de leurs clients, c'est qu'ils ont un problème. Imaginez Sébastien Bazin qui dirait, mes clients, c'est pas possible, ils acceptent plus de payer pour une chambre, ils vont utiliser Airbnb. J'ai une question sur l'annonceur quand même, parce que j'ai été. Tu l'as été. Oui, non, j'ai été annonceur, j'ai été aussi en agence. Tu peux parler. Je peux parler, je pourrais faire les questions et les réponses presque à ta place. Mais parfois, l'annonceur n'était pas au niveau. Franchement, j'avais des équipes incroyables et il y a quelques personnes, je pense, qui sont là. Franchement, en face, il n'y avait pas d'effort de compréhension et c'était terrible. Parfois, de la confiture donnée à des cochons. Et ça faisait mal. Moi, je n'utilise pas ces expressions-là parce que j'ai pas été élevé. Parce qu'ils sont là, ils connaissent ma franchise. À cette école-là, mais est-ce que si la question est, est-ce que l'annonceur a une responsabilité dans la situation actuelle ? La réponse est oui. C'est le premier responsable. C'est lui qui est le donneur d'ordre. Ça, c'est nouveau. C'est la première fois que j'entends ça. Ah bah écoute, en tout cas, c'est pas la dernière pour ce qui me concerne, parce que l'univers de la publicité digitale, s'il en est là où il en est aujourd'hui, c'est l'annonceur aussi qui en est le premier responsable. C'est lui qui a la main. Jean-Luc, donc si pendant longtemps... bravo. C'est la première fois que j'entends l'UDA. Ouais, on peut applaudir Jean-Luc. Ceux qui s'intéressent à CDD savent que c'est courageux et c'est nouveau. On a déjà discuté ensemble. Je ne sais pas ce qu'en pense la WFA, parce que j'ai entendu... Elle pense la même chose. Stéphane Lorqueux a dit exactement, il était à Paris, j'avais demandé à venir à Paris hier. C'est l'association des... C'est la World Federation of Advertisers, donc c'est l'association mondiale de la publicité, qui intervient à Bruxelles beaucoup, mais évidemment partout dans le monde, qui réunit les 60 UDA du monde entier dans une fédération. Et il était à Paris hier, et pour ceux qui ont vu quelques-unes des citations qui ont été reprises des interviews qu'on a données, ça a été le premier mot de Stéphane. C'est de dire, si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pris nos responsabilités il y a quelques années pour essayer. Faut le tweeter, parce que c'est vrai. Faut le tweeter, c'est nouveau. Mais après, et bravo. Et une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on dit à nous maintenant de prendre la main. À nous de prendre la main pour redéfinir l'expérience publicitaire. Et il y a des marques qui le font. Et à nouveau, c'est pas parce qu'Alexandra est là, mais ce qu'on a vu tout à l'heure, franchement, est-ce que ça redéfinit pas l'expérience publicitaire ? Est-ce que la façon de le faire, de le construire, de le penser, c'est pas une nouvelle façon de... Et tu l'as dit, de limiter, de regarder le capping, à combien de répétitions on est. Parce que quand on est à, je disais, 40% d'adblocking, au minimum, qu'en plus sur les cibles millennials, alors là, on doit être plutôt vers les 70-80, on a une sacrée responsabilité. C'est que on a besoin de redonner le goût de la publicité. Il va falloir redonner une envie de publicité. Et pour faire ça, eh bien, il y a la Coalition for Better Ads, par exemple, qui s'est réunie au niveau international depuis quelques mois. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait saisi. Il y a 12 formats publicitaires
qui vont être interdits sur Chrome et j'espère sur d'autres navigateurs. Microsoft, désormais, je crois, fait partie de cette coalition et est en train de réfléchir à comment le mettre en œuvre. 12 formats publicitaires qui vont être interdits au 1er janvier. Je trouve que là, c'est une vraie responsabilité commune. Hein. Je veux bien qu'on prenne notre responsabilité, mais il faut que tout le monde la prenne. À partir du moment où on assume la responsabilité d'annonceur de ne pas avoir fait ce qu'il faut que chacun dans la chaîne de valeur et dans l'écosystème se fasse son examen de conscience et se dise, bon alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donc j'élimine des formats publicitaires qui ne sont pas bons, j'élimine des pratiques qui sont soit nauséabondes, parce qu'il y a de la fraude. Et juste sur le sujet de la fraude, il faut savoir que l'estimation faite par la WFA, moi je suis tombé sur ma chaise hier en entendant, j'avais pas entendu ce chiffre-là. Le sujet, dans les grands sujets de fraude dans le monde, la publicité, c'est le deuxième après le narcotrafic. D'accord ? En montant, voilà. Et c'est invisible, ça passe sous le radar. Hein. C'est parce que ça se passe sans qu'on voit. Il y a les fermes à clics dont tout le monde a entendu parler, mais il y a bien d'autres dispositifs possibles pour frauder. Et là aussi, tout le monde doit se regarder, parce que cette fraude, elle nourrit quelques-uns dans des îles merveilleuses à travers le monde, mais elle nourrit aussi une partie de la chaîne de valeur, parce que quand il y a des clics qui ne sont pas des clics, il y a quand même des médias qui reçoivent de l'argent qu'ils ne devraient pas recevoir. Et il y a donc des annonceurs à qui on facture un service qui n'a pas été rendu. Donc, il faut bien quand même qu'on ça, c'est important de le dire, et je pense à Mark Pritchard, qui est peut-être l'annonceur le plus puissant du monde, c'est le patron de P&G, patron de l'ANA, de l'Association nationale des advertisers aux États-Unis, très puissant, qui pour lui, la publicité sur le digital, c'est du crap, c'est un mot, le mot de Cambronne en gros. C'est vraiment du mauvais. Alors on le critique, on dit qu'il va un peu fort. Je pense qu'il a raison à prise de conscience. Et la réponse qu'il a souvent des agences, c'est de dire ok, mais avec les revenus qu'on touche, que vous nous donnez, vous annonceurs, très sérieusement, comment on peut bien travailler. Alors tu as donné la réponse. On ne peut pas se plaindre de ses clients. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer quand même dans la relation agence-annonceur ? Qu'est-ce qu'on peut faire en la matière ? On a 2 minutes supplémentaires. Tu ne vas pas t'échapper à cette question. 2 minutes supplémentaires. C'est pour ne pas prendre du temps à d'autres. Il y a David qui doit parler juste derrière, donc je ne voudrais pas lui enlever 2 minutes. Et puis c'est un vaste sujet, ça. Oui. Tu veux me réinviter pour... On en parle l'année prochaine. Non, mais je vais pas. Je sais que tu es à l'aise là-dessus. Je ne vais pas passer à côté de la réponse. D'autant plus que, franchement, là, je crois qu'on ne peut pas donner de leçons. J'ai été chez Procter, je crois qu'on ne peut pas donner de leçons à Procter sur la manière de rémunérer ses agences. S'il y a des agences ici qui travaillent avec Procter, je crois qu'ils le savent. C'est plutôt parmi les annonceurs les mieux disants de ce point de vue, parce que, sans donner de chiffres, puisque j'ai été dans cette fonction, on fixait un pourcentage de marge, je n'aurai pas le montant, aux agences en disant, tout frais compris, vous devez toujours maintenir ce pourcentage de marge sur nos activités. Et si vous ne gagnez pas ce montant-là, vous venez nous voir parce que c'est pas normal. Donc, je pense que des annonceurs qui sont capables de fixer un taux de marge à une agence, il n'y en a pas non plus beaucoup. Donc, je pense que Mark Pritchard, il ne faut pas dépasser l'interprétation de certains de ses propos, et certains de ses propos sont parfois déformés. Ce qu'il dit, c'est il n'est pas possible qu'un acteur comme Google, je ne sais pas s'il y a des gens de Google ici, j'ai une formidable relation avec eux et je leur dis les choses franchement. Sébastien Missoff m'a écrit l'autre jour parce qu'il avait mal interprété mes propos. Moi, je suis très clair sur la relation avec Google. Ce sont des partenaires, mais ce sont des acteurs tellement importants dans ce marché qu'on attend plus d'eux que d'autres. C'est pas juste ils n'ont pas le même niveau de responsabilité, ils ont plus. Alors, je vais vous donner 2 exemples de leur responsabilité. Un, ils ont les outils technologiques, les moyens, les hommes, et Facebook d'ailleurs recrute actuellement pour éviter que les marques se retrouvent dans des environnements qui ne sont pas propices. Voilà. Le djihadisme, la pornographie, c'est pas simple, parce qu'il y a des sujets de sémantique. Donc, entre un article écrit par un journaliste du Figaro sur la pornographie et un film pornographique, il faut que les outils soient capables de bien identifier qui est quoi. On a 30 secondes et en plus j'ai 2 questions encore. Bon. Donc c'est pas simple, mais ils ont les moyens de pouvoir progresser et de nous aider à éviter d'être présents dans des univers qui ne sont pas propices pour les marques. Et le deuxième sujet, c'est qu'eux-mêmes, et j'ai récemment écrit à Google sur ce sujet, renvoient dans leurs outils programmatiques vers des publicités illégales en France. Donc il faut juste qu'ils arrêtent. Voilà. Et j'attends plus. Et oui, c'est vrai que je ferai
je les nommerai plus que d'autres, parce qu'ils ont une responsabilité plus importante que d'autres. Alors, toute dernière question et réponse peut-être très rapide. RGPD, privacy, contexte réglementaire, tu étais à Matignon il y a peu tout à l'heure. C'est quoi ta position en 3 mots? Alors ça va te surprendre aussi, peut-être. Nous, on est très favorable au consentement explicite, clair, sur est-ce que oui ou non, je veux donner de la donnée à une marque. Voilà. Cette idée du consentement mou, du consentement tacite, etc., ça n'est pas une bonne idée, parce que ça a conduit à l'adblocking. Donc un vrai consentement, mais un consentement sur lequel on peut expliquer, c'est un échange de valeurs. C'est comme la publicité, tout le monde a compris que pour voir des films à la télévision sur une chaîne privée, il faut accepter de voir de la pub. Voilà. Si en plus c'est sympa, c'est pas mal. Si en plus je découvre des nouveaux produits, c'est vraiment bien. Mais il faut que j'accepte de voir de la pub. C'est comme ça, sinon il faut que je paye, et il faut que j'aille chez Canal ou chez d'autres, et je paye. Si je veux que ça soit gratuit, il y a ce contrat. Eh bien, le contrat, il doit fonctionner de manière digitale de la même façon, et le consentement pour donner de la data, qui est le sujet d'e-privacy, ce consentement doit être explicite, simple, mais doit être spécifique. C'est là où on a une petite variation, et c'est ce qu'on a défendu à Matignon comme ailleurs aujourd'hui, c'est de dire, mais d'ailleurs je pense que le gouvernement français est plutôt sur notre ligne, c'est de dire, à Bruxelles, ils ont tendance à dire, ça va être mon dernier mot, ils ont tendance à dire que ce consentement peut se faire à travers le navigateur. Donc, je vais sur Chrome et une fois pour toutes, je donne mon consentement, ou pas. Et je pense que si on fait ça, les gens ne donneront pas leur consentement parce qu'il ne sera pas spécifique. Et en plus, on orientera l'ensemble de l'économie des médias vers ces acteurs, ce qui est quand même assez problématique d'un point de vue concurrence. Donc faisons-le intelligemment, mettons les gens autour de la table, les médias, les annonceurs, parce qu'ils sont concernés aussi, et trouvons une solution pour un consentement spécifique. Faisons d'un problème une opportunité, c'est l'occasion de pousser le fameux ID unique, le login universel. Les médias peuvent s'associer aujourd'hui avec les annonceurs, parce que comme ça on aura un login universel qui nous permettrait d'obtenir un consentement. Voilà, alors, on finit sur un vrai projet, parce que c'est pas un petit projet. Merci Jean-Luc, on se retrouve l'année prochaine sans faute. Continue la conversation.